Chapitre 17. Padmé se réveilla soudainement, essayant d'ajuster ses sens à son environnement. Quelque chose n'allait pas, comprit-elle instinctivement, et elle sauta de son lit de peur de découvrir un autre de ces terribles 1000 pattes en train de ramper vers elle. Mais la chambre était calme, rien ne semblait bouger. Quelque chose l'avait pourtant réveillée, mais ce quelque chose n'était pas dans la pièce. « Non !» entendit-elle venant de la chambre voisine où Anakin était endormi. « Non, maman, ne faites pas ça !» Padmé s'écarta du lit et courut jusqu'à la porte sans prendre le temps d'enfiler un peignoir sur son déshabillé de soie. Arrivée au panneau, elle écouta attentivement. Il y eut une série de grognements suivis d'autres cris. Elle réalisa qu'il n'y avait aucun danger immédiat, qu'Anakin était encore en train de faire un cauchemar comme celui qu'il avait eu à bord du vaisseau qui les avait conduits sur Naboo. Elle ouvrit la porte et posa les yeux sur lui. Il se retourna plusieurs fois dans le lit en criant « Maman, maman !» Peu rassurée, Padmé entra dans la chambre. Anakin se calma soudainement et roula sur le dos. Le rêve ou la vision s'était apparemment évanoui. C'est à cet instant que Padmé se souvint qu'elle ne portait pas grand-chose sur elle. Elle retourna à la porte, la ferma doucement, attendit un petit moment. Le silence était revenu et elle regagna son lit. Elle resta éveillée dans le noir. Longtemps, très longtemps. Elle pensa à Anakin se disant qu'elle voulait être auprès de lui, le serrer dans ses bras, l'aider à se sortir de ce mauvais rêve. Elle essaya de chasser cette idée de sa tête. Les jeunes gens avaient déjà débattu de ce sujet et étaient parvenus à un commun accord. Cet accord ne stipulait pas qu'elle le rejoigne dans son lit. Au matin, elle trouva Anakin installé sur le balcon est de l'auberge en train d'admirer le lac et le soleil levant. Il se tenait près de la balustrade, tellement perdu dans ses réflexions qu'il ne remarqua pas l'arrivée de Padmé. Elle s'approcha lentement, soucieuse de ne pas le déranger. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle constata qu'il n'était pas seulement perdu dans ses pensées. Il était en pleine méditation. Reconnaissant qu'Anakin avait certainement besoin de ce moment d'intimité, la jeune femme tourna doucement les talons et s'éloigna aussi discrètement que possible. « Ne pars pas, » lui dit Anakin. « Je ne voulais pas te déranger, » lui répondit-elle surprise. « Ta présence est réconfortante. » Padmé réfléchit à ces paroles quelques instants, mesurant le plaisir qu'elle éprouvait à les avoir entendues, puis se reprochant d'avoir ressenti un tel plaisir. Pourtant, à se tenir là, à observer le visage serein du jeune homme, elle ne put nier l'attraction qu'il exerçait sur elle. Il lui apparut comme un jeune héros, un Jedi en herbe. Et elle eut la certitude qu'il deviendrait un jour le membre le plus puissant que ce grand ordre ait jamais connu. Mais dans le même temps, Anakin lui rappelait ce petit gamin qu'elle avait rencontré pendant la guerre contre la Fédération du Commerce. Un gamin à la fois curieux et impétueux, agaçant et charmeur. « Tu as encore fait des cauchemars la nuit dernière », dit-elle doucement quand Anakin ouvrit enfin ses grands yeux bleus. « Les Jedi ne font pas de cauchemars, » répondit-il d'un air de défi. « Je t'ai entendu, » s'empressa de rétorquer Padmé. Anakin se tourna vers elle, son expression affichant clairement que le sujet n'était pas ouvert à la discussion. Elle savait pourtant que son affirmation était ridicule et lui fit comprendre d'un regard qu'elle en était parfaitement consciente. « J'ai vu ma mère, » admit-il en baissant les yeux. « Je l'ai vue aussi clairement que je te vois à présent. Elle souffre, Padmé. Ils sont en train de la tuer. Elle souffre énormément. »« Qui est en train de la tuer ?» demanda Padmé, s'approchant de lui et posant une main sur son épaule. Elle l'observa attentivement et nota qu'il était habité d'une solide détermination qui la déstabilisa. « Je sais que je vais faillir à ma mission de te protéger, » essaya d'expliquer Anakin. « Je sais que je serai puni et qu'il est possible qu'on me chasse de l'ordre Jedi, mais je dois partir. »« Partir ? Je dois aller l'aider. Je suis désolé, Padmé, » dit-il. Elle vit à son air qu'il était sincère, que la quitter était certainement la dernière chose qu'il voulait faire. « Je n'ai pas le choix. »« Non, bien sûr. Surtout si tu penses que ta mère est en danger. » Anakin lui adressa un hochement de tête. « Je pars avec toi.
décida-t-elle. Anakin écarquilla les yeux. Il voulut répondre, s'opposer à cette idée, mais le sourire de Padmé l'empêcha de prononcer le moindre mot. Comme ça, tu pourras continuer à me surveiller, avança-t-elle. Sa théorie lui parut imparable. Et tu ne failliras pas à ta mission. Je ne pense pas que cela corresponde à ce qu'avait imaginé le Conseil Jedi. J'ai bien peur d'aller au-devant d'un grand danger et t'emmener avec moi. Aller au-devant d'un grand danger répéta Padmé en riant. Mais Anakin, comme si c'était une première pour moi. Et maître Obi-Wan? Eh bien, je suppose qu'il vaut mieux ne rien lui dire, pas vrai? Répondit-elle du tac au tac, affichant un irrésistible sourire. Anakin la regarda, croyant à peine à ce qu'il venait d'entendre. Il ne pouvait lutter et il se mit aussi à sourire. Pour des raisons qu'il avait encore du mal à comprendre, le Padawan disposait de toutes les justifications nécessaires pour désobéir aux ordres, maintenant que Padmé proposait délibérément de l'accompagner. Padmé et Anakin furent frappés par le contraste violent qui s'offrit à leurs yeux lorsque l'élégant vaisseau surgit de l'hyperespace et s'approcha de la sphère brune de la planète Tatooine. Ici, tout était différent de Naboo, planète d'herbes vertes, d'eau bleue et profonde, entourée de volutes nuageuses. Tatooine n'était rien de plus qu'une boule brune flottant dans l'espace, une vraie désolation par rapport à la richesse de Naboo. Ma maison pour dormir, nous y rentrons, récita Anakin reprenant une comptine de son enfance. Mon foyer, mon repère, ma maison, c'est mon cocon, ajouta Padmé, s'attirant du coup un regard agréablement surpris de la part d'Anakin. Tu la connais? Tout le monde la connaît. Je ne savais pas, dit Anakin. Enfin, je ne savais pas que quelqu'un d'autre pouvait... Je croyais que c'était une berceuse que ma mère avait composée pour moi. Oh, je suis désolé, dit Padmé. Elle a peut-être écrit ses propres paroles. Peut-être qu'elles sont différentes de celles que ma mère me chantait. Anakin secoua la tête d'un air dubitatif, mais l'explication ne le gêna pas plus que ça. Curieusement, cela lui faisait plaisir de découvrir que Padmé connaissait cette comptine. Cela lui faisait plaisir de savoir qu'il partageait ce don maternel avec d'autres enfants. Ils ne nous ont pas encore transmis les coordonnées, remarqua la jeune femme. Ils ne le feront certainement pas, à moins que nous ne leur demandions spécifiquement, répondit Anakin. Les choses ne sont pas très strictes par ici en général. Tu trouves une place, tu t'y gares. Ensuite, tu espères qu'on te piquera pas ton vaisseau pendant que tu vas à tes occupations. C'est aussi charmant que dans mon souvenir. Anakin la regarda et hocha la tête. Les choses avaient bien changé depuis que Padmé avait été forcée 10 ans auparavant de se poser en catastrophe sur Tatooine en compagnie de Qui-Gon et d'Obi-Wan pour effectuer des réparations d'urgence sur son vaisseau. Il essaya de sourire, mais sa nervosité intérieure gâcha l'effet. Trop de pensées déplaisantes étaient en train de l'assaillir. Sa mère allait-elle bien? Son rêve était-il la prémonition d'un incident sur le point de se produire, ou bien la vision de quelque chose qui était déjà arrivé? Anakin appuya sur la commande des gaz, plongea dans l'atmosphère et fila à travers le ciel. « Mos Espa !» annonça-t-il lorsque la silhouette de la ville se profila à l'horizon. Il força son chemin dans la circulation aérienne, ce qui déclencha un tonnerre de protestations dans le comlink. Mais Anakin connaissait bien les lieux, aussi bien que s'il n'avait jamais quitté la planète. Il survola la périphérie de la cité avant de poser le vaisseau sur une immense aire d'atterrissage, elle-même encombrée par un assortiment d'appareils appartenant à des marchands ou à des mercenaires. « Vous ne pouvez pas débarquer comme ça sans y avoir été invité !» hurla l'officier, une créature corpulente au visage porcin, dotée d'épines lui courant sur le dos et la queue. « Dans ce cas, c'est une bonne chose de nous avoir invités, » dit Anakin très calmement, appuyant sa phrase d'un vague geste de la main. « Dans ce cas, c'est une bonne chose de vous avoir invités, » répondit joyeusement l'officier. Anakin et Padmé passèrent le poste de contrôle. La jeune femme eut du mal à contenir son envie de rire. « Anakin, tu es vraiment incorrigible, » dit-elle lorsqu'ils débouchèrent dans la rue poussiéreuse. « Ce n'est pas comme si des douzaines de vaisseaux étaient en train d'attendre pour pouvoir atterrir. »
répondit Anakin, se sentant apparemment parfaitement à l'aise d'avoir employé la force pour convaincre l'officier porcin. Il fit signe à un pouce-pouce à répulsion, remorqué par ESPSA, un petit droïde élancé doté d'une roue à la place des jambes. Anakin donna l'adresse au droïde, et celui-ci entraîna son chariot flottant dans la circulation, fonçant dans les rues de Mos Espa, zigzagant pour éviter les convois plus importants, et poussant un signal strident à chaque fois que quelqu'un se trouvait dans le passage. « Tu penses qu'il est mêlé à tout ça ?» demanda Padmé à Anakin. « Qui? Watto ?»« Oui, c'est bien son nom, n'est-ce pas? C'est bien ton ancien maître. Si Watto a fait du mal à ma mère, je lui arrache les ailes du dos, » promit-il avec sincérité. Il ne savait pas comment il réagirait en revoyant son ancien geôlier. Watto n'avait peut-être rien à voir avec les problèmes de Shmi. Le ferrailleur les avait traités, elle et Anakin, bien mieux que la plupart des propriétaires d'esclaves de Mos Espa. Il ne les avait pas battus trop souvent. Pourtant, Anakin avait encore en mémoire le fait que Watto avait refusé de laisser partir Shmi lorsque Qui-Gon et Obi-Wan avaient proposé de l'affranchir. Anakin comprit alors qu'il était peut-être en train de transférer sa propre culpabilité d'avoir abandonné sa mère sur Watto, qui, après tout, était un homme d'affaires. « C'est ici, SPSA, » dit Anakin au droïde. Le pouce-pouce s'arrêta en douceur devant un magasin qu'Anakin jugea bien trop familier. Là, sur un tabouret, travaillant avec un tournevis électronique sur une pièce qui semblait provenir d'un droïde, était assis un toïdarien rondouillard, ailé et doté d'une trompe. La créature portait un petit chapeau rond et noir, ainsi qu'un gilet tiré autant que possible vers l'avant pour masquer son embonpoint. Anakin le reconnut immédiatement. Il l'observa si longuement sans bouger que Padmé descendit du véhicule et tendit la main à Anakin pour l'inviter à la rejoindre. « Attendez ici, » ordonna-t-elle au droïde. « S'il vous plaît. »« No chubada wangada wanga !» cria Watto à l'adresse de la pièce endommagée et au trio de petits droïdes mécanos qui cavalaient en tous sens devant lui pour essayer de l'aider. « C'est du Hutties, » expliqua Anakin à Padmé. « Non, pas celui-là, celui-là, » répondit-elle. Devant l'expression d'Anakin surpris de constater qu'elle connaissait cette langue étrange, elle s'empressa d'ajouter « Tu crois que c'est facile d'être reine ?» Anakin secoua la tête et reposa les yeux sur Watto, puis sur Padmé. Il les regarda tous deux à nouveau, plusieurs fois de suite en s'approchant. « Tchut tchut, Watto !» annonça-t-il pour saluer le toïdarien. « Kebuda !» répondit celui-ci surpris. « Dinova, tchut tchut !» réitéra Anakin d'une voix à peine audible parmi les glapissements des droïdes mécanos. « Kohana Bopa !» cria Watto aux droïdes qui se déconnectèrent et se replièrent dans leur position de stockage. « Ding Michasa Opa !» proposa Anakin, prenant la pièce endommagée des mains de Watto pour l'étudier d'un œil expert. Watto le dévisagea quelques instants, ses grands yeux globuleux s'écarquillant sous le coup de la surprise. « Kebuda ?» demanda-t-il. « Yoba an piota, no wega mi condorta. Kinshasa du Jedi, no bata tutu. » « Il ne te reconnaît pas ?» chuchota Padmé à Anakin, essayant de contenir son hilarité après avoir entendu la dernière phrase de Watto qui signifiait plus ou moins « Je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'y suis pour rien. »« Mi boska, dishmi Skywalker » déclara brusquement Anakin. Watto l'observa d'un regard soupçonneux. Qui pouvait donc s'intéresser à Shmi, son ancienne esclave? Les yeux du toïdarien allèrent d'Anakin à Padmé et revinrent sur Anakin. « Annie ?» demanda-t-il en basique. « Le petit Annie ? Non !» En guise de réponse, Anakin déplaça ses doigts agiles sur la pièce endommagée dont le petit moteur se mit subitement à ronronner. Souriant de toutes ses dents, il rendit la pièce à Watto. Rares étaient ceux qui pouvaient ainsi réparer comme par magie les pièces de droïdes cassées. « C'est bien Anakin !» cria le toïdarien. « C'est bien toi !» répéta-t-il en battant furieusement des ailes. Il décolla de son tabouret et se mit à volter devant le jeune couple. « Mince, t'as drôlement poussé !»« Salut, Watto !»« Ben, dis donc !
s'exclama le Toïdarien. T'es devenu un Jedi? Regardez-moi ça! Hé! Peut-être que tu pourrais m'aider avec 2 ou 3 crétins qui me doivent un paquet de pognon? Ma mère! L'interrompit Anakin. Ah, ouais, Shmi. Je ne l'ai plus. Je l'ai vendu. Vendu? Demanda Anakin, sentant Padmé lui serrer le bras. Il y a des années, expliqua Watto. Désolé, Anakin, mais tu sais, les affaires sont les affaires. Je l'ai vendu à un cultivateur d'humidité appelé Lars. Enfin, je crois qu'il s'appelle Lars. Tu vas pas le croire, j'ai entendu dire qu'il l'avait affranchi pour l'épouser. Tu te rends compte? Anakin secoua la tête, essayant de tout assimiler en même temps. Et tu sais où ils sont à présent? Très loin d'ici. Quelque part au-delà de Mos Eisley, je crois. Tu ne pourrais pas être plus précis? Watto réfléchit quelques instants, puis haussa les épaules. J'aimerais bien le savoir, dit Anakin d'un ton sinistre et déterminé, presque menaçant. Les traits de Watto se figèrent l'espace d'un instant, révélant qu'il avait bien compris qu'Anakin ne plaisantait pas du tout. Ouais, d'accord, dit-il. Absolument. On va jeter un œil à mes registres. Tous les trois rentrèrent dans la boutique, et la vision de l'intérieur raviva des souvenirs à Anakin. Combien d'heures, combien d'années passées ici à réparer tout ce que Watto lui confiait. Et là, dans l'arrière-cour, combien d'heures passées dans la ferraille à chercher des pièces pour se construire un module de course. Tous ces souvenirs n'étaient pas foncièrement mauvais, admit le jeune homme. Mais les bons souvenirs avaient tout de même du mal à lutter contre la réalité de ce qu'avait été sa vie d'esclave. L'esclave de Watto. Heureusement pour Watto, les registres révélèrent l'emplacement d'une ferme hydroponique appartenant à un certain Klig Lars. Anakin, proposa le Toïdarien après lui avoir fourni l'information sur le nouveau propriétaire, le mari de Shmi. Sans un mot, Anakin tourna les talons et se dirigea vers la sortie. C'était la dernière fois qu'il voulait voir Watto et son magasin, décida-t-il. À moins, bien entendu, qu'il ne découvre que Watto lui avait menti et qu'il ne soit impliqué d'une façon ou d'une autre dans les souffrances de sa mère. « On retourne au dock ESPSA », dit-il au droïde pendant que Padmé et lui s'installaient à bord du pouce-pouce. « Et vite !»« Vous êtes sûr que je ne peux rien vous offrir à boire ?» appela Watto depuis la porte de son magasin. Mais ils étaient déjà loin, comme l'attestait le petit nuage de poussière que leur engin laissait derrière lui. « Annie, un Jedi !» grommela Watto, agitant les mains devant lui en signe d'incrédulité. « Eh ben, qu'est-ce que vous dites de ça ?» Anakin fit décoller le vaisseau spatial avec encore plus de violence qu'il ne l'avait posé. Il s'éleva de l'air à toute allure, manquant de heurter un petit cargo en train de manœuvrer pour atterrir. Des appels de protestation en provenance de la tour de contrôle de Mos Espa retentirent dans le cockpit et Anakin coupa le son de la console de communication. Le vaisseau traversa à vive allure le ciel de la ville. Quelques instants plus tard, ils passèrent au-dessus du champ de course où Anakin, quand il était plus petit, allait piloter des modules de course. Le jeune homme adressa un vague coup d'œil à l'arène avant de mettre le cap sur le désert, direction Mos Eisley. Lorsque cette autre cité apparut, il vira vers le nord et prit de l'altitude. Ils repérèrent une première ferme, puis une autre et enfin une troisième, formant presque une ligne droite depuis la ville. « C'est celle-là », dit Padmé. Anakin hocha la tête, l'air sombre, et posa le vaisseau sur un promontoire qui dominait la propriété. « Je vais vraiment la revoir », chuchota-t-il en coupant les réacteurs. Padmé lui serra le bras et lui adressa un sourire réconfortant. « Tu ne sais pas ce que c'est de devoir abandonner sa mère comme ça, » dit-il. « J'abandonne ma famille tout le temps, » répondit-elle. « Mais tu as raison, ce n'est pas pareil. Je ne peux pas imaginer ce que c'est d'être esclave, Anakin. C'est encore pire de savoir que ta mère en est une. » Padmé hocha la tête. « Reste avec le vaisseau R2, » ordonna-t-elle au droïde. Ce dernier sifflota une réponse. La première silhouette qu'ils aperçurent en approchant de la ferme fut celle d'un mince droïde couvert de plaques de métal grisâtre érodées par le temps. Ayant apparemment besoin d'un bon bain d'huile, il se pencha, raide comme un piquet, et se mit au travail sur une sorte de capteur de périmètre. Il se releva d'un mouvement brusque en les voyant arriver. « Oh, bonjour !» les salua-t-il.
Puis-je vous aider? C'est... 3PO dit Anakin, le souffle court en croyant à peine ses yeux. Partout mes circuits. S'exclama le droïde tremblant de tous ses membres. Oh, mon concepteur, Messire Anakin. Je savais que vous reviendriez, j'en étais sûr. Et cette jeune personne doit être Mademoiselle Padmé. Bonjour, c'est 3PO, dit-elle. Oh, par mes circuits, je suis si content de vous voir tous les deux. Je suis venu voir ma mère, expliqua Anakin. Le droïde se tourna brusquement vers lui, puis donna l'impression de battre en retraite de façon craintive. Je pense, Balbutia C3PO, je pense que nous ferions mieux de rentrer. dit-il enfin, se tournant vers la propriété et invitant le jeune couple à le suivre. Anakin et Padmé échangèrent un regard inquiet. Le jeune homme sentit à nouveau une impression sinistre s'abattre sur lui, cette même sensation qu'il éprouvait après chaque cauchemar. Ils rattrapèrent le droïde dans la cour de la ferme. Celui-ci était en train d'appeler le propriétaire des lieux. Messire Klig, Messire Owen, puis-je vous présenter deux importants visiteurs? Un jeune homme et une jeune femme sortirent précipitamment de la maison, mais ils ralentirent l'allure en apercevant Padmé et Anakin. « Je suis Anakin Skywalker », annonça ce dernier. « Anakin » répéta l'autre jeune homme écarquillant les yeux. « Anakin » La jeune femme qui se trouvait à côté de lui porta ses mains devant sa bouche. « Anakin le Jedi » dit-elle presque hors d'haleine. « Vous me connaissez? Shmi Skywalker est ma mère. »« C'est la mienne aussi » dit l'autre jeune homme. « Enfin, pas ma vraie mère » s'empressa-t-il d'ajouter en remarquant le regard perplexe d'Anakin. « Mais la seule mère que j'ai jamais connue. » Il tendit la main à Anakin. « Je suis Owen Lars. Voici ma fiancée, Beru Whiteson. »« Bonjour » dit Beru en les saluant de la tête. Padmé, ayant abandonné tout espoir qu'Anakin finirait par la présenter, fit un pas en avant. « Je suis Padmé. On peut conclure que je suis ton demi-frère, » déclara Owen sans quitter des yeux le jeune Jedi dont il avait si souvent entendu parler. « Je me disais bien que tu finirais par te pointer dans le coin. Est-ce que ma mère est là ?»« Non, elle n'est pas là, » répondit une voix bourrue derrière Owen et Beru. Tous les quatre se tournèrent pour apercevoir dans l'ombre de la porte un homme robuste sur sa chaise flottante. Une de ses jambes était couverte de pansements, l'autre avait été apparemment arrachée. Anakin comprit que les blessures étaient relativement récentes. Il sentit son cœur lui remonter dans la gorge. « Je suis Klig Lars », annonça l'homme en se rapprochant pour lui serrer la main. « Shmi est mon épouse. Nous devrions rentrer. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Anakin le suivit. Il eut l'impression d'être dans un rêve épouvantable. C'était juste avant l'aube, commença Klig glissant doucement vers la table de la cuisine avec Owen à ses côtés. Beru alla chercher à manger et à boire pour leurs invités. « Ils ont surgi de nulle part », ajouta Owen. « Une bande de pillards Tusken », expliqua Klig. Anakin se sentit sombrer. Ses genoux se dérobèrent sous lui et il se laissa choir sur la chaise juste en face de celle d'Owen. Il avait lui-même déjà eu l'occasion de rencontrer les Tusken, très brièvement. Il s'était une fois occupé d'un pillard gravement blessé. Lorsque les congénères de ce dernier étaient enfin venus le rechercher, ils avaient laissé la vie sauve à Anakin. Ce qui, au dire de tout le monde sur Tatooine, était exceptionnel. Même s'il s'était tiré de cet incident sans dommage, il ne plaisait guère à Anakin d'entendre prononcer dans la même phrase le nom de Shmi et celui sinistre des Hommes des Sables. Ta mère était sortie de bonne heure, comme elle le faisait toujours, afin d'aller cueillir les champignons qui poussent le long des vaporateurs, expliqua Klig. D'après les traces, elle devait se trouver à mi-chemin de la maison quand ils l'ont enlevée. Ces Tusken marchent debout comme des hommes, mais ce sont des monstres vicieux, dénués de scrupules. Cela faisait plusieurs jours que nous les soupçonnions de traîner dans les environs, intervint Owen. Elle n'aurait jamais dû sortir toute seule. Mais on ne peut pas vivre éternellement recroquevillé dans la terreur, le réprimanda Klig. Il se calma immédiatement et reporta son attention sur Anakin. Tous les indices nous donnaient à penser que nous avions réussi à chasser ces Tusken.
Nous ne savions pas, en fait, qu'il s'agissait d'une bande très organisée et à l'effectif nombreux. Je crois que nous n'en avions jamais affronté d'aussi fort. Nous sommes partis à 30 pour sauver Shmi. Seuls 4 d'entre nous sont revenus en vie. Il fit la grimace et frotta sa jambe blessée. Anakin ressentit distinctement la douleur de l'homme. Je serais toujours à sa recherche, si je n'étais pas blessé à la jambe. Klig faillit fondre en larmes, et Anakin comprit combien cet homme aimait Shmi. « Je ne peux plus bouger, » reprit Klig, « tant que je ne serai pas guéri. » Cet homme si fier inspira profondément et s'obligea à se redresser, à bomber le torse. « Ce n'est pas ainsi que j'aurais souhaité faire ta connaissance, mon fils, » dit-il à Anakin. « Ce n'est pas comme ça que ta mère et moi avions planifié les choses. Je ne veux pas avoir l'air d'abandonner la partie, mais cela fait plus d'1 mois qu'elle a disparu. Il y a peu d'espoir pour qu'elle ait tenu le coup si longtemps. » Les paroles frappèrent Anakin avec la même intensité que la morsure d'un fouet. Il détourna son attention, se referma sur lui-même, se fondit dans la force, utilisant ce lien qu'il partageait avec sa mère pour tenter de discerner sa présence dans ses ondes. Puis il se leva soudainement. « Où vas-tu » demanda Owen. « Chercher ma mère » répondit Anakin d'une voix sinistre. « Non, Anakin » intervint Padmé, se levant à son tour pour lui saisir le bras. « Ta mère est morte, fils » ajouta Klig d'un ton résigné. « Il faut l'accepter. » Anakin le foudroya du regard. « Je peux la sentir souffrir, » dit-il entre les dents de sa mâchoire serrée. « Elle souffre toujours, et je vais la trouver. » Un moment de silence gêné s'installa. « Prends mon speederbike » proposa Owen, sautant de sa chaise et marchant jusqu'à Anakin. « Je sais qu'elle est en vie, » dit Anakin à Padmé. « J'en suis sûr. » Padmé frissonna mais ne dit rien. Elle lâcha le bras d'Anakin et il emboîta le pas à Owen. « J'aurais tellement aimé qu'il vienne plus tôt, » se lamenta Klig. Padmé le regarda, puis leva les yeux vers Beru, qui se tenait près de l'homme en larmes et avait passé ses bras autour de ses épaules. Ne trouvant rien à dire, elle tourna les talons et rejoignit Anakin et Owen à l'extérieur. Lorsqu'elle sortit, elle constata qu'Owen était déjà en train de revenir vers la maison. Anakin, lui, se tenait près du speederbike, le regard perdu sur l'immensité du désert. « Il va falloir que tu restes ici, » dit-il à Padmé pendant qu'elle le rejoignait en petite foulée. « Ces gens sont très bien. Tu seras en sécurité avec eux. »« Anakin, je sais qu'elle est en vie, » dit-il, observant toujours les dunes de sable. Padmé le prit dans ses bras. « Va la retrouver, » murmura-t-elle. « Je ne serai pas long, » promit-il. Il enfourcha le speederbike, enclencha le démarreur d'un coup de talon et fila vers l'horizon. Chapitre 18. Lorsque l'appel fut transmis au temple Jedi sur Coruscant, codé avec un brouillage de type 5 et adressé à la résidence pour personnes âgées, Mace Windu et Yoda comprirent que c'était important, extrêmement important. Ils décidèrent de prendre l'appel dans l'appartement de Yoda, Mace inspecta le corridor soigneusement et referma doucement la porte. L'hologramme d'Obi-Wan Kenobi apparut devant eux. Le chevalier, visiblement nerveux, jeta plusieurs fois des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule. « Maître, je suis parvenu à entrer en contact avec Lamasu, Premier ministre de Kamino. »« Ah, bon il est de savoir que ta planète trouvée tu as, » dit Yoda. « Exactement à l'endroit où vos élèves l'avaient prédit, » répondit Obi-Wan. « Ces Kaminoans sont des experts en clonage, probablement les meilleurs de toute la galaxie d'après ce qu'on m'a dit. Et d'après ce que j'ai vu, je ne mets pas cette affirmation en doute. » Les 2 maîtres Jedi froncèrent les sourcils. Ils se sont servis d'un chasseur de primes appelé Jango Fett comme modèle pour créer une armée de clones. « Une armée » répéta Mace. « Oui, pour la République » annonça Obi-Wan. « De plus, j'ai l'intime conviction que ce chasseur de primes est impliqué dans le complot visant à assassiner la sénatrice Amidala. »« Crois-tu que les Kaminoans soient eux aussi impliqués ?»« Non, maître, il ne semble pas. »« De rien tu ne dois présumer, Obi-Wan, » lui conseilla Yoda.
Dégager ton esprit doit être pour trouver celui qui, derrière ceci, se cache. Oui, maître, répondit Obi-Wan. Le Premier ministre Lamassu m'a annoncé que le premier bataillon de soldats clones est prêt pour la livraison. Il m'a également demandé de vous signaler que si vous avez besoin d'unités supplémentaires, ils en ont 1 million en cours d'élaboration, il leur faudra un peu plus de temps pour leur développement. 1 million de guerriers clonés demanda Mace Windu incrédule. Oui, maître. Ils disent que maître Sifo-Dyas a commandé l'armée de clones à la requête du Sénat il y a près de 10 ans. C'est curieux, il me semblait qu'il avait été tué avant cela. Le Conseil a-t-il un jour autorisé la création d'une telle armée? Non, répondit Mace sans hésitation, sans même prendre le temps d'interroger Yoda du regard. Celui qui a commandé cette armée l'a fait sans l'autorisation du Conseil Jedi. Alors comment? Et pourquoi? Le mystère s'épaissit, dit Mace. Et il s'agit d'un mystère qu'il nous faut résoudre. Un mystère dont l'importance dépasse même la sécurité de la sénatrice Amidala. Les clones sont très impressionnants, maître, poursuivit Obi-Wan. Ils ont été créés et entraînés dans un seul et unique but. Placer aux arrêts ce Jango Fett tu dois, lui ordonna Yoda. Ramène-le ici. L'interroger nous allons. Oui, maître. Je vous rappellerai dès que je l'aurai capturé. Obi-Wan regarda à nouveau par-dessus son épaule et ordonna à R4 de couper la communication. Une armée de clones, médita Mace Windu, de nouveau seul en compagnie de Yoda après la disparition de l'hologramme. Pourquoi donc Sifo-Dyas? Apprendre la date de cette commande, nous renseigner, cela pourrait, dit Yoda. Mace hocha la tête. Si ses calculs étaient exacts, Sifo-Dyas avait dû passer la commande juste avant de mourir. Si ce Jango Fett est impliqué dans les tentatives d'assassinat sur la personne de la sénatrice et que, comme par hasard, il ait été choisi comme source pour cette armée de clones destinée à la République, Mace Windu s'interrompit et secoua la tête. La coïncidence était bien trop importante pour que la rencontre de ces deux facteurs ne soit que pur hasard. Mais comment relier l'un à l'autre? Était-il possible d'envisager que celui qui avait décidé de créer une armée de clones ait pu prévoir que la sénatrice Amidala s'opposerait un jour à sa mise en service? Le maître Jedi se passa une main sur la figure et regarda Yoda. Celui-ci s'était assis et avait fermé les yeux. Il était probablement absorbé par ses réflexions sur ces nouvelles énigmes, songea Mace, et au moins aussi troublé que lui, certainement. Rares étaient les Jedi en faveur du clonage, et Yoda en était indubitablement le plus farouche opposant. Aveugles nous sommes si le développement de cette armée des clones remarqué nous n'avons pas, déclara Yoda. Je pense qu'il est temps d'informer le Sénat que notre aptitude à nous servir de la force affaiblit. Seuls les seigneurs noirs des Sith connaissent notre faiblesse, répondit Yoda. Si le Sénat informé se trouve, plus nombreux nos adversaires seront. Pour les deux maîtres Jedi, ce surprenant développement était perturbant à plus d'un titre. Obi-Wan s'avança dans le corridor avec précaution. Il ne savait rien des états de service de ce Jango Fett, mais il se doutait qu'il devait être considérable puisque l'homme avait été sélectionné comme prototype pour l'armée de clones. Il marqua une pause et ferma les yeux, projetant les ondes de la force pour détecter un éventuel ennemi caché. Quelques instants plus tard, convaincu que Jango ne se trouvait pas dans les environs immédiats, il s'approcha de la porte. Doucement, il passa ses doigts le long du cadre à la recherche d'un piège quelconque et repéra finalement le mécanisme de verrouillage. Conservant sa main sur ce point précis, il appuya sur la porte. Le panneau ne bougea pas. Obi-Wan posa son autre main sur la crosse de son sabre laser, envisageant de se frayer un chemin à travers la cloison, mais il changea d'avis. Il ferma les yeux et transféra sa puissance vers sa main tendue, parvenant à manipuler délicatement le mécanisme. Ensuite, la main toujours posée sur son sabre laser, il essaya à nouveau d'ouvrir la porte. Celle-ci coulissa très facilement. En pénétrant dans la pièce, il sut tout de suite qu'il n'aurait pas besoin de son arme. L'appartement était en désordre. Les tiroirs de tous les placards étaient grands ouverts, certains traînaient à même le sol, des chaises avaient été renversées. Sur le côté, la porte de la chambre était ouverte. Cette autre pièce était également en désordre, tous les indices d'un départ précipité.
Obi-Wan regarda tout autour de lui à la recherche d'une piste quelconque. Son regard se posa finalement sur un petit écran d'ordinateur posé sur un comptoir dans la pièce principale. Il se précipita vers l'appareil et l'alluma. Il reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'un moniteur relié à un système de surveillance pilotant plusieurs caméras installées dans les environs. Obi-Wan fit défiler les images et vit le corridor par lequel il était arrivé, ainsi que différents angles de la salle dans laquelle il se trouvait. Il tomba sur une vue extérieure qui représentait le toit de l'appartement battu par les intempéries. Il se vit lui-même à travers la fenêtre de transparacier. Il reprit son étude des images, élargissant certains plans, grossissant certains détails lorsqu'il remarquait quelque chose de suspect. Il repéra une vue d'une aire d'atterrissage sur laquelle était posé un curieux vaisseau, doté d'une vaste base aplatie et de flancs allant en se rétrécissant vers un cockpit excentré. Un cockpit susceptible d'accueillir 2 hommes, 3 peut-être. Et, courant vers le vaisseau posé, une silhouette déjà familière, celle de Boba Fett, à moins qu'il ne s'agisse d'un autre clone. Obi-Wan hocha la tête et sourit en observant les mouvements du garçon. Il reconnut, à la fluidité et à l'imprévisibilité de ses actions, qu'il s'agissait bien de Boba et non d'un clone parfaitement contrôlé et conditionné. Kenobi cessa vite de sourire car une autre silhouette familière venait d'apparaître sur l'écran. C'était Django, paré de son armure et de son réacteur dorsal, ce même équipement que le Jedi avait repéré dans les cieux de Coruscant. Si Obi-Wan avait encore le moindre doute sur le fait que Django était l'homme qui avait engagé Zam Wesell, ses doutes étaient à présent évanouis. Il sortit de l'appartement et se précipita dans le couloir à la recherche d'une porte donnant sur l'extérieur. « Bon, d'accord, je vais te laisser piloter », dit Django à Boba. Le gamin leva un poing en signe de triomphe, excité à l'idée que son père lui laisse les commandes du Slave One. Cela faisait bien longtemps, des mois même, que Boba n'avait pas été autorisé à s'asseoir à la console de pilotage. « Mais pas pour le décollage », ajouta Django, douchant soudainement les ardeurs de son fils. « Notre départ est précipité, fils, mais nous quitterons la vitesse lumière plus tôt que prévu et ça te laissera le temps de t'amuser un peu avec. »« Je pourrais m'occuper de l'atterrissage ?»« On verra. » Boba comprit que son père voulait dire non, mais il n'insista pas. Il savait que quelque chose d'important, de dangereux, était en train de se produire. Il décida donc d'accepter ce que son père lui proposait et de s'en contenter. Il s'empara d'un sac et remonta la rampe qui conduisait à la soute. Il se retourna vers son père. Son regard dépassa Django et se posa sur une silhouette, un humain qui venait de sortir du turbo-ascenseur et courait à leur rencontre sous la pluie battante. « Papa, regarde !» Django fit volte-face. Boba écarquilla les yeux. La silhouette en train de courir était le Jedi qui leur avait rendu visite. Ce dernier dégaina son sabre laser et activa sa lame bleutée qui se mit à crépiter dans les gouttes de pluie. « Monte à bord !» cria Django à son fils. Boba hésita, vit son père dégainer son blaster et décocher une rafale sur le Jedi en train de charger. Avec des réflexes ahurissants, Obi-Wan leva son sabre et dévia tous les rayons qui lui étaient destinés. « Boba !» hurla Django. Le gamin sortit de sa transe et se précipita sur la rampe du Slave One. Obi-Wan se propulsa dans les airs pour intercepter le chasseur de primes. Un autre tir de blaster suivit sa course, puis un autre. Le Jedi les para avec aisance, déviant le premier et renvoyant le second vers Django. Mais au moment où le rayon allait l'atteindre, le chasseur de primes fit un bond, son réacteur dorsal s'alluma et il gagna illico le sommet de la tour voisine. Obi-Wan retomba à terre, exécuta un roulé-boulé tout en se retournant, prêt à parer une nouvelle attaque de Django. Celui-ci tira de nouveau. Sans même songer à ses mouvements, laissant la force guider sa main, le Jedi tendit son sabre laser à gauche, puis vers le bas, détournant chacun des rayons. « Django, vous êtes en état d'arrestation !» cria-t-il. L'homme lui répondit par une nouvelle rafale et des traits mortels fusèrent vers le Jedi. Le sabre laser tourna alternativement de gauche à droite, interceptant chaque rayon. Django changea de tactique. Gauche, droite et enfin droite. La force guida à chaque fois les gestes d'Obi-Wan avec précision. « Django !» cria-t-il à nouveau.
Il réalisa alors que le dernier tir du chasseur de primes n'était pas un simple rayon laser, mais bien une décharge explosive. Au dernier moment, il plongea et fit appel à la force pour augmenter la puissance de son action. La déflagration fit tomber Boba à la renverse. Le Slave One tout entier recula de quelques mètres sous l'onde de choc. « Papa !» cria le garçon. Il se releva, courut jusqu'à la console, alluma la caméra de surveillance extérieure et la pointa sur la fusillade. Il vit immédiatement son père et laissa échapper des larmes de soulagement. Il se calma rapidement et inspecta la zone à la recherche du Jedi ennemi. Il vit Obi-Wan rouler sur lui-même, se rétablir, se relever et dévier une nouvelle série de rayons avec une agilité effarante. Boba posa les yeux sur la console, essayant de se rappeler tout ce qu'il avait appris à propos du Slave One, heureux d'avoir été un élève si appliqué. Avec un sourire mauvais, qui aurait certainement rendu son père fier, il alluma les cellules énergétiques et enclencha le mécanisme de verrouillage de cible du laser principal. « Essaie donc de parer ce coup, Jedi », murmura-t-il. Il visa Obi-Wan et pressa la détente. « Vous devez répondre à beaucoup de questions !» cria Obi-Wan à Jango, la voix couverte par le tonnerre des précipitations et les hurlements du vent. « Ce serait plus facile pour vous et pour votre fils de... » Il s'interrompit, enregistrant dans son subconscient la mise en route d'un canon laser. La force le poussa à agir avant même de comprendre ce qui était en train de se passer. Il bondit dans les airs et exécuta un double saut périlleux. Il atterrit au moment où le sol était en train de trembler, agité de secousses consécutives aux impacts du canon laser du Slave One. Le canon pivota à nouveau vers lui. Obi-Wan se jeta à terre. Cette fois-ci, la détonation l'empêcha de se rétablir correctement et son sabre laser lui échappa des mains. L'arme glissa sur la surface de la plateforme détrempée par la pluie. Fort heureusement, le canon du Slave One se tut, sa cellule énergétique ayant besoin de se recharger. Obi-Wan ne perdit pas un instant. Il se releva et chargea Jango Fett, lui-même en train de courir à sa rencontre. Le chasseur de primes déclencha les hostilités en lui expédiant un nouveau rayon laser. Obi-Wan sauta par-dessus le trait de lumière mortel, vola vers l'avant tout en pivotant sur lui-même afin de désarmer Jango d'un coup de pied circulaire. Le chasseur de primes ne dévia pas de sa course. Il fonça droit sur le Jedi au moment où celui-ci posait les pieds à terre. Il prit Obi-Wan à bras-le-corps et le fit tomber à la renverse. Il essaya de plaquer Obi-Wan au sol, mais le Jedi était bien trop rapide. Il recouvra presque immédiatement son équilibre, glissa une jambe entre les pieds du chasseur de primes et la fit pivoter de côté pour faire lâcher prise à Jango. Celui-ci eut un sourire mauvais et envoya un grand coup de tête dans le nez d'Obi-Wan. Le Jedi en resta sonné une bonne seconde. Le chasseur de primes dégagea une de ses mains et voulut expédier un coup de poing à son adversaire. Il comprit son erreur immédiatement. Le Jedi évita le coup, exécuta un bref saut périlleux sur place pour voler autour du bras de Jango. Au passage, il battit des pieds et frappa le chasseur de primes en pleine poitrine. Jango partit en arrière. Obi-Wan recouvra l'avantage et prit l'initiative de lancer une charge féroce. Il entra en collision avec le chasseur de primes, lui-même en train de tituber, dans l'idée de le clouer au sol, sachant que, dans ce cas, la lourde armure que portait son adversaire jouerait en sa défaveur. Alors Jango fit au Jedi la démonstration de ce pourquoi on l'avait choisi comme modèle pour les clones. Il se laissa porter par le flot du mouvement, puis soudainement changea de position sur un pied et inversa son équilibre, interrompant net Obi-Wan dans sa course. Fett lança un crochet du gauche. Obi-Wan évita le coup et répondit par un direct du droit. Jango détourna la tête et le poing de son opposant l'effleura à peine. Il déclencha une brève poussée de son réacteur dorsal. Il s'éleva brusquement dans les airs et lança un coup de pied circulaire à Obi-Wan. Celui-ci se jeta à genoux et se glissa sous la jambe de Jango. Puis il se releva et bondit à son tour, sautant cette fois-ci par-dessus la jambe de son opposant. Obi-Wan décocha alors un coup de pied. Jango encaissa le choc au niveau de la hanche, envoya son bras gauche dans le tibia du Jedi, bloquant suffisamment la jambe pour envoyer un coup de poing entre les cuisses d'Obi-Wan. Le Jedi projeta sa tête et son torse en arrière, se retrouvant sur le dos, leva sa jambe gauche dans le mouvement et plaça un violent coup de pied dans les côtes de Jango. Une rapide prise en ciseaux, la jambe droite s'abaissant et la jambe gauche se relevant à sa rencontre, et les deux hommes se retrouvèrent à rouler ensemble à terre.
Obi-Wan se rétablit en pivotant sur le ventre, il tendit les bras et se sortit de la prise. Il rua, envoyant ses deux pieds en plein dans la poitrine de Django, qui tomba à la renverse. Puis il glissa sur la plateforme, histoire de gagner de l'élan, se remit sur ses pieds, se retourna et chargea à nouveau vers Django, qui était en train de tituber. Un nouveau direct du droit heurta le chasseur de primes au visage, suivi d'un crochet du gauche ascendant qui aurait dû complètement l'assommer. Mais encore une fois, grâce à ses incroyables réflexes, Django évita le coup et surprit Obi-Wan d'un court mais violent droite-gauche à l'estomac. Le Jedi tendit sa main droite entre son visage et celui de Django. Il projeta une onde de la force afin de faire reculer son adversaire, en profitant pour se rétablir et recouvrer une meilleure position de défense. Django repassa farouchement, sauvagement à l'attaque, frappant des poings et des pieds sans discontinuer. Les mains d'Obi-Wan se tendirent devant lui presque instinctivement. Bougeant à peine, elles dévièrent et parèrent coup après coup avec une efficacité et une précision effarantes. Le Jedi tourna l'un de ses poignets, abattit une main vers le bas, profita de l'élan donné par un coup de pied de Django pour intercepter le poing droit du chasseur de primes. Dans le mouvement, Obi-Wan raidit les doigts, tendit la main et frappa violemment l'une des jointures de l'armure de son opposant. Celui-ci tressaillit et partit en arrière. Obi-Wan se catapulta vers l'avant, plongeant vers la gorge de l'homme et la victoire. Mais Django réagit dans l'instant en allumant son réacteur dorsal et en décollant, emportant dans les airs le chevalier Jedi en guise de passager. Une poussée d'un réacteur latéral envoya les deux hommes par-delà l'aire d'atterrissage en direction du parapet qui descendait vers l'océan. Les mains de Django bougèrent de façon imperceptible, tordant les bras et les mains du Jedi, obligeant Obi-Wan à desserrer son étreinte. Le chasseur de primes enclencha une nouvelle poussée de ses réacteurs directionnels, vira à gauche puis à droite, causant une violente et soudaine secousse qui força Obi-Wan à lâcher prise. Le chevalier heurta violemment le parapet et glissa dangereusement vers le bord, suffisamment près pour entendre les vagues s'écraser contre les pilotis de la plateforme en contrebas. Il repéra son sabre sur une saillie et invoqua la force pour le faire venir à lui. Il entendit quelque chose fuser à côté de lui. Ce n'était pas le crissement d'un rayon de blaster, plutôt une sorte de sifflement. Il roula sur lui-même afin de s'écarter le plus possible, mais pas assez. Un mince filin d'acier s'enroula subitement autour de ses poignets, l'entravant complètement. Il glissa à nouveau, cette fois-ci vers le haut, remontant le long du parapet et glissant sur la plateforme remorquée par le redoutable homme fusée. Avec des réflexes forgés par des années d'entraînement intensif et avec toute l'aptitude à manipuler la force d'un maître Jedi, Obi-Wan exécuta un roulé-boulé vers l'avant au-dessus de ses mains attachées. Il se rétablit tant bien que mal sur ses pieds et sauta de côté au moment où le filin se tendait à nouveau, prêt à le faire tomber face contre terre. Il courut jusqu'à un pylône et s'y agrippa. Invoquant de nouveau la force, il se stabilisa, ne faisant l'espace d'un instant plus qu'un avec la plateforme. Le filin se raidit à nouveau, mais Obi-Wan ne bougea pas. Il sentit l'angle de traction se modifier. L'homme fusée, dont le réacteur dorsal venait de rendre l'âme, était en train de piquer vers l'aire d'atterrissage. Obi-Wan voulut s'écarter du poteau, mais il stoppa net son mouvement et se couvrit les yeux. Le réacteur de Jango Fett venait d'exploser dans un fracas de tonnerre et une cascade de lumière. « Papa !» hurla Boba en voyant le réacteur exploser sur son moniteur. Mais il vit tout de suite Django indemne qui venait de rouler sur le côté tout en tirant frénétiquement sur le filin à présent contrôlé par le Jedi. Boba, impuissant, frappa son écran du plat de la main. Il chuchota encore le nom de son père et sursauta lorsqu'il vit le Jedi foncer vers Django. Frappant des poings et des pieds, les deux hommes se retrouvèrent à nouveau enlacés. Ils roulèrent à terre et se mirent à dévaler le long du parapet, glissant vers le précipice et l'océan déchaîné. Obi-Wan décocha un coup de pied et tenta d'invoquer la force. Django lui administra une série de coups de poing. Une mort certaine les attendait au bout de leur chute. Le Jedi parvint à s'écarter et vit Django lever le bras en affichant un étrange sourire. Le chasseur de primes serra le poing et une série de griffes se déploya sur l'avant-bras de son armure. Obi-Wan instinctivement se recroquevilla au moment où Django levait le bras, puis le chasseur de primes abattit sa main. Non pas sur son adversaire, mais sur le parapet de la plateforme où il s'ancra littéralement.
Simultanément de son autre main, Django parvint à déverrouiller le mécanisme de son bracelet lance-filin. L'accessoire lui glissa prestement du poignet. Django regarda Obi-Wan glisser le long du parapet. « Ramène-moi un poisson rouleau !» entendit le Jedi. Il bascula dans le vide par-dessus le rebord et plongea vers les vagues écumantes. « Papa! Oh, papa !» cria Boba Fett soulagé en voyant son père se hisser du parapet sur la plateforme. Django se redressa et tituba vers le Slave One. Boba courut jusqu'à l'écoutille, l'ouvrit et tendit la main pour aider son père à embarquer. « Fais-nous partir d'ici », dit Django abattu et assommé. Boba sourit et se précipita jusqu'au poste de pilotage pour enclencher la mise à feu des moteurs. « On va vite passer en vitesse lumière. »« Non, contente-toi de quitter l'atmosphère et de filer tout droit. » ordonna l'adulte, poussant en même temps un grognement de douleur et portant la main à ses côtes endolories. Il remarqua alors que son fils avait baissé la tête sous le coup de la déception. « D'accord, d'accord. Allume l'ordinateur de navigation et prépare les coordonnées de saut. » concéda-t-il. Le sourire de Boba fut plus rayonnant que jamais. « Décollage !» cria-t-il. Obi-Wan se servit de la force pour s'emparer de l'extrémité libre du filin qui lui entravait toujours les poignets. Il lança cette extrémité autour de l'une des poutrelles de la plateforme. Sa chute fut brutalement stoppée. Il regarda autour de lui, puis commença à se balancer d'avant en arrière, jusqu'à obtenir l'élan nécessaire lui permettant de lâcher le filin et de se rétablir sur un petit praticable de service à quelques mètres seulement au-dessus des vagues furieuses. Il ne s'accorda qu'un instant pour reprendre son souffle, puis, d'un geste de la main, commanda l'ouverture de la porte qui donnait accès à un turbo-ascenseur. Juste avant de rejoindre le niveau de l'aire d'envol, il entendit rugir les propulseurs du vaisseau du chasseur de primes. Obi-Wan gagna la plateforme, repéra immédiatement son sabre laser qui traînait sur le sol et fit appel à la force pour ramener l'arme dans sa main. Mais il était trop tard. Le vaisseau était déjà en train de s'élever, prêt à filer vers le ciel. Le Jedi sortit un petit émetteur de sa poche de ceinture et, faisant à nouveau appel à la force, le lança vers le Slave One. Le mécanisme de verrouillage magnétique permit à la minuscule balise de détection de s'accrocher à la coque de l'engin. Trempé par la pluie battante, indifférent aux vapeurs émises par les réacteurs, Obi-Wan resta debout sur la plateforme un long moment, jusqu'à ce que le Slave One ait disparu dans le lointain. Il étudia l'air d'envol, ressassant dans sa tête les images de la lutte. Il éprouvait du respect pour ce chasseur de primes, pour ce Django Fett. Il savait maintenant pourquoi Django avait été sélectionné par Sifo Dyas, ou par qui que ce soit d'ailleurs. L'homme était doué, plein de ressources et incroyablement talentueux. Il avait failli causer la perte d'Obi-Wan Kenobi, un chevalier Jedi, l'homme qui avait terrassé Dark Maul, le seigneur Sith. Mais Obi-Wan n'était pas mécontent de l'issue du combat. Il serait à même de suivre Django à la trace à présent. Peut-être qu'à la fin de ce voyage, il obtiendrait les réponses qu'il cherchait et ne se retrouverait pas, pour changer un peu, face à de nouvelles énigmes. Chapitre 19. Boba était tranquillement assis dans son coin, évaluant la tension dans le cockpit, pendant que le Slave One quittait Kamino. Il voulait expliquer à son père comment il était parvenu à manipuler les canons laser, comment il avait réussi à sonner le chevalier Jedi, allant même jusqu'à lui faire lâcher son sabre laser. Mais ce n'était apparemment pas le moment. Django arborait l'une de ces expressions intenses qui signifiaient clairement que l'heure n'était pas à la discussion. Boba s'adossa à la cloison à l'autre bout du cockpit. Django était à présent installé à la console de pilotage, programmant les coordonnées du saut dans l'hyperespace. « Allez, allez », répéta Django se balançant d'avant en arrière comme si cela pouvait faire avancer l'appareil plus vite, jetant régulièrement un coup d'œil à ses scanners de peur d'y découvrir une flotte entière de vaisseaux lancés à ses trousses.
Puis il poussa un cri de victoire et enclencha l'hyperdrive. Boba se colla à la cloison et regarda par la verrière les étoiles se déformer et s'allonger. Django se laissa aller dans son fauteuil et poussa un soupir de soulagement. Son expression se radoucit immédiatement. « Eh bien, c'était vraiment moins une ce coup-ci, » dit-il en riant. « Tu lui as collé une bonne raclée, » répondit Boba, sentant son excitation bouillonner à nouveau. « Il n'avait aucune chance contre toi, papa. » Django sourit et hocha la tête. « Pour te dire la vérité, fiston, il m'a donné pas mal de fil à retordre, » admit-il. « Après la dernière explosion, j'ai bien cru que je finirais dans l'océan. » Boba fronça les sourcils, prêt à se lancer dans une attaque verbale contre quiconque osait lever la main sur son père. Mais il réfléchit à ce que Django avait dit et à ce qui s'était passé. Son expression soucieuse se transforma en sourire. « Je l'ai bien eu avec le canon, pas vrai ? Tu as été génial. Tu as tiré juste quand il le fallait. Et puis tu t'es trouvé là, au bon moment, pour m'aider quand il a été temps de partir. Tu apprends vite et bien, Boba. Plus vite et mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. C'est parce que je suis ton double miniature, » raisonna le gamin. Django secoua la tête. « Non, tu es bien meilleur que je ne l'étais au même âge. Et de très loin. Si tu continues à travailler aussi assidûment, tu deviendras le meilleur chasseur de primes que cette galaxie ait jamais connu. » Ce qui, somme toute, était ton idée de départ quand tu as rencontré les Kaminoans, non ? C'est pour ça que tu m'as voulu. Django s'écarta de la console et passa une main dans les cheveux ébouriffés de Boba. « Pour ça et pour des tas d'autres raisons, » dit-il doucement, presque respectueusement. « Et je dois avouer que tu as dépassé de très loin tous les espoirs et tous les rêves que je nourrissais à ce sujet. » Django programma le Slave One pour qu'il quitte la vitesse lumière plus tôt que prévu, afin que Boba puisse prendre les commandes du vaisseau à l'approche de Geonosis. Pour Boba, il ne pouvait y avoir rien de plus enviable que de se retrouver assis à la place de son père à manipuler les commandes. À frimer un petit peu même. Le gamin sentit une pointe de tristesse se former lorsqu'il aperçut Geonosis, la planète rouge, et la ceinture d'astéroïdes qui l'entourait. « Il ne rigole pas avec la sécurité dans le coin, » expliqua Django en reprenant les commandes. « Il vaudrait mieux que je m'occupe de l'atterrissage. » Boba retourna s'asseoir dans son coin sans un mot. Il savait que son père avait raison. De toute façon, même s'il n'avait pas été d'accord, il aurait gardé son sentiment pour lui. Il porta son attention sur les écrans des scanners qui affichaient la composition du champ d'astéroïdes tout proche, ainsi que les allées et venues de vaisseaux stellaires de l'autre côté de la planète. Il nota une balise en particulier sortant du champ de roche spatiale pour se glisser derrière le Slave One. Il ne s'y intéressa guère plus jusqu'à ce que le signal se matérialise à nouveau, cette fois juste à la poupe du vaisseau. Le signal ne semblait pas assez consistant pour qu'il s'agisse d'un autre engin. « On y est presque, fiston », annonça Django. « Papa, je crois que quelqu'un nous suit, » lui dit Boba. « Regarde l'écran du scan. On dirait un voile d'invisibilité juste en retrait de notre vaisseau. » Django lui adressa un regard perplexe avant de poser les yeux sur l'écran du scanner. Boba observa son père et sentit monter l'adrénaline en voyant son regard s'intensifier tout en hochant doucement la tête. « Ce Jedi a dû nous coller une balise de détection sur la coque juste avant notre départ de Kamino, » admit-il. « Mais comment s'y est-il pris pour... »« Quelqu'un nous suit !» répéta Boba. « On va arranger ça, » lui assura Django. « Accroche-toi, fiston. Regarde bien. On va pénétrer dans le champ d'astéroïdes. Il ne sera pas capable de nous suivre. » Il se tourna vers son fils et lui adressa un clin d'œil. « Et s'il lui en prenait quand même l'envie, eh bien je lui réserve quelques surprises de mon cru. » Django ouvrit l'un des panneaux latéraux de la planche de bord et tira sur un levier. Une décharge électrique se propagea à la surface de la coque, conçue justement pour détruire tous les mouchards qui pourraient y être collés. Un coup d'œil rapide au scan leur indiqua que le signal du voile d'invisibilité avait disparu. « C'est parti, » dit Django. Il fit plonger le Slave One dans le champ d'astéroïdes, rasant de très près l'un des rochers en le contournant avant de prendre prestement la tangente.
L'appareil zigzaga entre les aérolithes tourbillonnants, se glissant de justesse entre deux énormes masses. Il alla de droite à gauche, sans trajectoire réellement prévisible. Quelques instants plus tard, Boba inspecta l'écran des capteurs. « Il a disparu !» Peut-être qu'il est plus malin qu'on ne le croit et qu'il a mis le cap vers la surface de la planète, dit Django, souriant en adressant un autre clin d'œil à son fils. La console se mit à sonner. « Papa, regarde !» cria Boba en indiquant la balise qui se trouvait à présent dans le champ d'astéroïdes. « Il est revenu !»« Accroche-toi !» dit Django. Il lança le Slave One dans une série de piquets, de remontées en chandelle et de virages serrés qui se termina par une fuite en ligne droite. Django désactiva la protection d'une détente de tir et appuya sur le bouton. « Charge sismique », expliqua-t-il à son fils qui se mit immédiatement à sourire. Mais le gamin poussa ensuite un cri en découvrant que leur champ de vision était soudainement occulté par un énorme rocher. Django était déjà en action. Il fit tourner son engin sur lui-même et contourna l'obstacle. « Reste calme, fils, dit-il à Boba. On va s'en tirer. Ce Jedi ne sera pas capable de nous suivre jusqu'ici. » Comme pour souligner sa déclaration, un aveuglant éclair et une secousse violente se produisirent lorsque les charges soniques explosèrent derrière eux. « Il est passé au travers !» annonça Boba quelques secondes plus tard, voyant le vaisseau du Jedi apparaître à nouveau sur le moniteur du scanner. « Ce type ne comprend pas vite, » annonça Django sans se démonter. « Bon, eh bien, puisqu'on ne peut pas le semer, il va falloir l'achever. » Boba hurla à nouveau, mais son père contrôlait parfaitement la situation. Il fit plonger le Slave One dans un étroit tunnel qui s'ouvrait à la surface d'un des plus gros astéroïdes. Il ralentit un peu pour terminer sa manœuvre et fit ressortir son appareil à l'autre bout. Django et Boba virent alors le chasseur stellaire Jedi leur passer devant. La proie venait de se transformer en chasseur. « Tu l'as, papa !» cria Boba. « Tu l'as ! Feu !» Des décharges de laser fusèrent du Slave One et filèrent vers l'autre appareil. Celui-ci, au dernier moment, exécuta un brusque tonneau vers la droite avant de piquer vers le bas. Django lui fila le train, essayant d'aligner à nouveau son tir, mais le Jedi était doué, enchaînant boucles et esquives, passant au plus près des astéroïdes avant de se glisser dessous pour protéger sa fuite. Boba n'avait de cesse d'encourager son père. Django, lui, gardait tout son calme et toute sa patience. Tôt ou tard, ce Jedi finirait bien par commettre une erreur. Un plongeon rapide, suivi d'une soudaine remontée en chandelle et d'un virage très serré sur la droite, entraîna le Jedi derrière un autre astéroïde. Au lieu de le suivre, Django fonça sur le point de ressortie présumé en ouvrant le feu de tous ses canons. Le chasseur stellaire Jedi émergea de derrière l'immense rocher en pleine ligne de mire. Un rayon le toucha. Il exécuta une sorte de ruade et des pièces volèrent en tous sens. « Tu l'as eu !» hurla Boba sur le ton de la victoire. « Et maintenant, nous allons terminer le travail, » expliqua Django toujours aussi froidement. « C'est fini les cavalcades. » Il appuya sur une série de boutons pour armer les torpilles et ouvrir les panneaux extérieurs. Il approcha ensuite sa main de la détente de mise à feu. Il s'interrompit, sourit et fit signe à Boba de s'approcher. Le gamin en eut le souffle coupé. Son père lui prit la main pour la poser sur la lisse poignée de la commande de tir. Puis il sourit et hocha la tête. Le garçon appuya sur le bouton. Le Slave One fut agité d'une brève secousse. Ils virent la torpille filer vers sa cible, plongeant vers le chasseur stellaire du Jedi qui essayait désespérément de s'échapper. Quelques secondes plus tard, la verrière du cockpit du Slave One fut noyée sous la lueur aveuglante d'une formidable explosion. Boba et son père furent obligés de se couvrir les yeux avec leurs bras. Lorsque les choses se furent calmées, ils regardèrent à nouveau et découvrirent des pièces de métal tordues et carbonisées flottant devant eux. L'écran du scanner était à présent exempt de tout signal important. « Je l'ai eu !» cria Boba. « Ouais !»« Joli coup, fiston !» dit Django en passant une main dans les cheveux de Boba. « Tu as droit à tous les honneurs.
En voilà un qu'on ne reverra pas de sitôt. En quelques manœuvres périlleuses entre les rochers, Django fit sortir son engin du champ d'astéroïdes pour filer vers la surface de Géonosis. Contrairement à ce qu'il avait décidé quelque temps auparavant, Django Fett laissa Boba piloter le vaisseau pendant la phase d'atterrissage. En vérité, la petite aventure qu'il venait de vivre n'était guère recommandée pour les gamins. Mais Boba n'était pas un gamin comme les autres. Anakin traversa de vastes canyons de pierres multicolores, bondit au-dessus de dunes de sable mouvant balayées par les vents, et longea le lit d'une rivière asséchée depuis bien longtemps. Son seul guide était la perception qu'il avait de Shmi, la sensation de sa douleur. Mais ce n'était pas aussi précis qu'une balise de détection. Anakin supposait cependant qu'il avançait dans la bonne direction. Tatooine était vaste et vide, et personne n'était mieux à même de se cacher au milieu du sable et des pierres que les pillards Tusken. Sur une haute butte, Anakin marqua une pause et inspecta l'horizon. Vers le sud, il aperçut un énorme engin ressemblant à une grosse boîte et semblant progresser sur une unique chenille. Le jeune homme hocha la tête, reconnaissant le vaisseau des Jawa. Sachant que personne ne connaissait mieux les mouvements de toutes les créatures infestant le désert que ces individus-là, Anakin redémarra son speederbike d'un coup de talon. Il les rattrapa peu de temps après et se rangea au milieu d'un groupe de ces petites créatures vêtues de bure noire et brune, dont les yeux rouges inquisiteurs luisaient sous l'ombre de leurs capuches et dont les jacassements incessants résonnaient comme une curieuse musique. Il lui fallut un bon moment pour convaincre les Jawa qu'il n'avait pas l'intention de leur acheter un droïde, et encore plus de temps pour leur faire comprendre qu'il était juste à la recherche d'informations concernant les hommes des sables. Les Jawa piaillèrent entre eux de façon excitée, indiquant une direction, une autre, sautillant dans tous les sens. Les Jawa n'étaient pas les amis des Tusken. Ces derniers les attaquaient régulièrement comme ils s'attaquaient régulièrement à tous ceux qu'ils savaient plus faibles qu'eux. Ce qu'il y avait de pire pour les Jawa, incorrigibles hommes d'affaires, c'était que les Tusken n'achetaient jamais le moindre droïde. Le groupe parvint enfin à un accord et désigna l'Est. D'un hochement de tête, Anakin remercia ses informateurs, puis il fila dans la direction indiquée. Le manque de compensation monétaire plongea les Jawa dans une colère noire, mais Anakin n'avait pas le temps de s'appesantir sur le sujet. Les astéroïdes roulaient silencieusement les uns contre les autres, indifférents au passage des vaisseaux qui venaient de se donner la chasse, insensibles aux explosions qui venaient de se produire. Au fond d'une gorge de la face cachée de l'un de ces immenses corps célestes se terrait un petit chasseur stellaire. Ses lignes effilées et ses couleurs vives contrastaient avec la surface rugueuse et striée, couverte de minéraux pulvérisés de l'astéroïde. Bon sang, voilà pourquoi j'ai horreur des vols spatiaux, déclara Obi-Wan à R4. Le droïde répondit par une série de sifflements attestant de son acquiescement. Peu de choses étaient susceptibles de perturber le chevalier Jedi, et s'engager ainsi dans une bataille spatiale contre quelqu'un d'aussi doué que Django Fett était certainement l'une d'entre elles. À l'inverse de la plupart de ses confrères Jedi, Obi-Wan Kenobi n'avait jamais été grand amateur de voyages cosmiques et encore moins de pilotage. Il frissonna lorsque, l'astéroïde terminant son cycle complet de rotation, il revit les morceaux de métal brillants qui semblaient à présent faire partie intégrante de la ceinture. Son vaisseau n'avait été que légèrement endommagé par le dernier tir de laser, mais le Jedi avait compris qu'il ne pourrait pas échapper à la torpille à tête chercheuse. Il avait donc ordonné à R4 d'éjecter dans l'espace tout ce qui se trouvait dans le compartiment des pièces détachées. Fort heureusement, cette ruse avait suffi à déclencher le missile. Ce qu'il souhaitait, c'était de ne plus avoir à affronter ce Django Fett en duel spatial, de ne plus avoir à se jouer des armements de son étrange autant que formidable engin. Il resta donc au fond de sa crevasse, laissant les minutes s'écouler. « Tu as enregistré leur dernière trajectoire ?» demanda-t-il au droïde avant de hocher la tête lorsque R4 lui répondit que c'était le cas. « Bien, je crois qu'on a assez attendu. En route. » Obi-Wan marqua une pause, essayant de faire le point sur tout ce qu'il avait appris à propos de Django Fett. « J'ai l'impression qu'avec le temps, ce mystère s'épaissit un peu plus, R4.
Tu crois qu'on finira par trouver des réponses à nos questions? R4 émit un couinement qu'Obi-Wan comprit comme la version sonore d'un haussement d'épaule. Il s'engagea sur la trajectoire qu'avait empruntée le Slave One. Obi-Wan ne fut guère surpris de constater que le cap filait droit sur Geonosis, la planète rouge. Ce qui le surprit, en revanche, ce fut de constater qu'il n'était plus tout seul dans l'espace. Une série de cris et de sifflements émis par R4 attira son attention. Obi-Wan ajusta l'écran de son scanner en fonction des indications du droïde. Il détecta une immense flotte de vaisseaux attendant en orbite de l'autre côté du champ d'astéroïdes. Des engins de la Fédération du commerce, songea-t-il à voix haute tout en changeant l'angle afin de parfaire son observation. Combien sont-ils? Perplexe, il secoua la tête, notant plusieurs grands vaisseaux de guerre croisant avec la flotte. Leur conception unique, une sphère entourée d'un anneau presque complet, les distinguait clairement des autres appareils. Si l'armée des clones, commandée par un maître Jedi, était destinée à la République et que Jango Fett avait servi de modèle pour les clones en question, quel rapport existait donc entre Jango et la Fédération du commerce? Et si Jango se cachait effectivement derrière les tentatives d'assassinat sur la sénatrice Amidala, elle-même porte-parole de l'opposition à la création de l'armée républicaine, pourquoi la Fédération du commerce irait-elle cautionner ces actes? Obi-Wan songea qu'il avait peut-être mal jugé Jango ou les motivations de celui-ci. Peut-être que Jango, à l'instar d'Anakin et de lui-même, était lui aussi lancé sur les traces de l'assassin qui avait tenté de tuer Amidala. Peut-être que la fléchette empoisonnée n'était pas destinée à faire taire l'assassin, mais plutôt à le punir d'avoir intenté à la vie d'Amidala. Mais le chevalier ne parvint pas à s'en convaincre. Il était toujours persuadé que Jango se trouvait bien derrière les attentats et qu'il avait abattu la changeante de peur qu'elle ne le trahisse. Mais quel rapport avec l'armée des clones? Quel rapport avec la Fédération du commerce? Il n'y avait aucune logique apparente dans tout ceci. Il comprit qu'il ne trouverait pas les réponses à ces questions en restant dans l'espace. Il mit donc le cap sur la planète Geonosis, en prenant bien soin de toujours conserver la ceinture d'astéroïdes entre lui et la flotte de la Fédération. Franchissant l'atmosphère de Geonosis, il conserva l'assiette la moins élevée possible afin d'échapper à tout système de détection. Il vola au-dessus des plaines rougeâtres et des roches acérées, zigzagant entre les buttes et les collines. La planète n'était qu'une vaste plaine rouge et aride, mais ses capteurs repérèrent bientôt de l'activité dans le lointain. Obi-Wan perdit encore de l'altitude, montant et descendant le long des reliefs. Il glissa son appareil sous une saillie rocheuse et se posa. Puis il mit pied à terre et avança jusqu'au bord de la falaise voisine. L'air nocturne avait un curieux goût métallique, et la température était relativement agréable. Une forte brise fouetta le visage d'Obi-Wan, apportant un peu plus de ses effluves de métal. Il entendit également une étrange plainte s'élever dans le lointain. « R4, je reviens. » Le droïde poussa un long gémissement. « Tout ira bien, » lui assura Obi-Wan. « Je n'en ai pas pour longtemps. » Il regarda tout autour de lui, essayant de se repérer par rapport à ce qu'il avait précédemment détecté sur ses scanners. Heureux de se retrouver enfin sur la terre ferme, Obi-Wan s'engagea sur un chemin rocailleux. Les heures paraissaient interminables à Padmé. Owen et Beru étaient très sympathiques et Klieg semblait apparemment très content d'avoir quelqu'un de plus auprès de lui en ces moments si difficiles d'inquiétude et de grande affliction. Mais Padmé se sentait incapable de leur parler, trop préoccupée par Anakin. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. Elle ne l'avait jamais senti aussi perturbé qu'au moment où il avait quitté la ferme de culture d'humidité. Sa détermination avait été palpable, si intense, presque destructrice. Elle avait ressenti toute la puissance d'Anakin au moment de leur séparation. Et il s'agissait d'une force intérieure dépassant tout ce que Padmé connaissait. Si la mère du Jedi était en vie, et la jeune femme en était persuadée puisqu'Anakin le lui avait dit, Padmé savait qu'aucune armée ne serait à même de les séparer bien longtemps. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle se leva plusieurs fois de son lit pour faire les 100 pas dans la propriété. Elle alla jusqu'au garage, perdue dans ses pensées, seule. Enfin, le croyait-elle. « Bonsoir, mademoiselle Padmé. »
déclara une voix métallique. Après le premier instant de surprise, Padmé reconnut son interlocuteur. Vous n'arrivez pas à dormir? Demanda C3PO. Non, je suppose qu'il y a trop de choses qui me passent par la tête. Êtes-vous soucieuse à propos de votre travail au Sénat? Non, je m'inquiète pour Anakin. J'ai dit des choses, j'ai peur de l'avoir blessé. Je ne sais pas. Peut-être que finalement c'est moi qui suis blessé. Pour la toute première fois de ma vie, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas si cela peut vous réconforter, mademoiselle Padmé, mais je crois bien qu'il n'y a pas eu un seul instant dans ma vie sans que je ressente la même chose. J'aimerais tant lui faire comprendre que je l'apprécie, ces 3 PO, dit Padmé tout doucement. Que je l'aime vraiment. Et il est là, dehors, en danger, Ne vous inquiétez pas pour messire Anakin. lui assura le droïde, s'approchant d'elle pour lui caresser l'épaule. Il est bien capable de se débrouiller tout seul, même dans cet horrible endroit. Horrible demanda Padmé. Tu n'es pas heureux ici? C3PO fit un pas en arrière et écarta les mains, révélant sa carapace rongée par les intempéries, les défauts de son isolation et les parties exposées de ses rouages et circuits. Padmé s'approcha et se pencha. Elle remarqua du sable incrusté dans les nombreuses articulations du droïde. Eh bien, on peut dire que l'environnement est plutôt dur ici. J'en ai bien peur. Expliqua C3PO. Lorsque messire Anakin m'a fabriqué, il n'a jamais trouvé le temps de me donner une armure digne de ce nom. Maîtresse Shmi a bien terminé le travail, mais avec tout ce vent et tout ce sable, ce n'est pas évident. Ça passe sous mon blindage, et ça démange. Ça te démange? Répéta Padmé en éclatant d'un rire attestant qu'elle avait réellement besoin de distraction. J'ignore comment décrire cela autrement, mademoiselle Padmé. Et je crains bien que le sable n'endommage mes câblages. Padmé regarda tout autour d'elle. Ses yeux se posèrent sur une chaîne suspendue au-dessus d'un bassin dans lequel reposait un liquide noir. Tu as besoin d'un bon bain d'huile, dit-elle. Oh, que cela me ferait plaisir. Heureuse de pouvoir s'occuper, Padmé s'approcha du bassin et prépara la chaîne et le treuil. En l'espace de quelques minutes, elle arrima ses 3 PO et fit doucement descendre le droïde dans le bain d'huile. Oh, Gémit ce dernier. ça chatouille. Ça te chatouille? Tu es sûr? Je croyais que ça te démangeait. Je sais parfaitement faire la différence entre ce qui chatouille et ce qui gratouille. Répondit ses 3 PO vexés. Padmé pouffa et pendant un moment oublia tous ses tracas. Lorsqu'il arriva sur les lieux et qu'il découvrit l'horrible scène, Anakin comprit tout de suite qu'il s'agissait là de l'œuvre des Tusken. 3 fermiers, certainement ceux qui avaient accompagné Klieg avant que celui-ci ne soit forcé de rebrousser chemin, gisaient, morts, autour d'un feu de camp éteint. Leurs corps étaient battus et mutilés. 2 éopies, ces sortes de dromadaires à longues jambes, aux pieds matelassés et aux têtes chevalines qui ne reflétaient guère l'intelligence, étaient attachés à proximité et poussaient des gémissements plaintifs. Derrière eux fumaient les restes d'un speeder. Anakin passa ses doigts dans ses cheveux blonds. Du calme, se dit-il. Tu dois la retrouver. Il se concentra, s'immergea dans la force, projeta sa perception aussi loin qu'il le put, cherchant à découvrir si sa mère n'avait pas déjà connu le même sort. Une décharge de douleur le foudroya. Un cri entre l'espoir et l'abandon résonna dans son esprit. « Maman !» dit-il hors d'haleine. Il comprit que le temps commençait à manquer, que Shmi subissait d'atroces souffrances et qu'elle ne résisterait peut-être plus très longtemps. Il ne pouvait s'attarder pour enterrer proprement les pauvres fermiers, mais il se promit de revenir pour s'en occuper. Il enfourcha son speederbike et poussa la commande des gaz à fond. Il fila à travers le sombre paysage du désert, suivant l'appel de sa mère. Le sentier était étroit et abrupt, mais Obi-Wan était heureux de fouler la terre ferme. Enfin, plus ou moins ferme. Un cri strident déchira soudain l'air. Surpris, le Jedi sursauta. Il manqua de tomber, mais recouvra son équilibre. Quelques pierres dévalèrent et rebondirent alors en contrebas de la falaise.
Le chevalier dégaina son sabre laser mais ne l'activa pas. Il avança avec précaution et poursuivit sa descente sinueuse le long de la sente rocailleuse. Il vit alors une imposante créature ressemblant à un lézard s'avancer vers lui. L'animal ouvrit la gueule, révélant une rangée de terribles crocs dégoulinant de bave. Il se tenait sur 2 puissantes pattes arrière et ses petits membres antérieurs se tordirent pour saisir sa proie. Le sabre laser se mit à bourdonner. Obi-Wan plongea de côté et, dans le mouvement, ficha sa lame dans les flancs de la bête, tranchant la chair des pattes avant jusqu'aux membres postérieurs. La créature s'écroula et essaya de se retourner. Elle fut parcourue d'un spasme de douleur, perdit l'équilibre et bascula dans le vide, poussant un hurlement qui accompagna sa chute sur plusieurs centaines de mètres. Obi-Wan n'eut guère le temps de savourer sa victoire, une autre bête apparut et fonça sur lui, la gueule béante. Le Jedi plongea son sabre laser dans la bouche, déchiquetant d'un seul coup dents et gencives. La lame ressortit par l'arrière de la tête de l'animal. Il tira d'un coup sec pour dégager son arme et le tranchant de lumière découpa le crâne de son assaillant en 2. Il fit volte-face et vit une autre créature bondir vers lui. Il s'accroupit pour éviter le lézard. Il se releva immédiatement, inversa sa prise sur la crosse du sabre laser et porta un coup vers l'arrière, empalant une 4e créature. Il se retourna prestement, fit sauter son arme de sa main droite à sa main gauche, la planta dans la poitrine de la bête mourante. Il prolongea son mouvement et se retrouva dans sa position de départ face au 3e lézard qu'il avait esquivé 1 seconde auparavant. La créature fit un pas de côté comme si elle cherchait à évaluer son adversaire. Obi-Wan fit un pas de côté à son tour, inspectant les environs des yeux et des oreilles. Il crut sincèrement que, puisque 2 de ses congénères gisaient à terre et que le 3e avait basculé dans le vide, l'animal allait prendre la tangente. Il n'en fut rien. La bête féroce fit claquer sa mâchoire et chargea. Le Jedi exécuta un pas chassé et trancha net la tête de la créature qui roula au sol. « Chouette planète !» remarqua le chevalier au bout de quelques instants, s'étant assuré que plus un seul lézard ne viendrait l'importuner. Il rangea son arme, reprit sa route et tourna au coin de la falaise. Une vaste plaine s'étendait devant lui. Dans le lointain, peu discernable dans les ténèbres, se dressaient de hautes silhouettes. Obi-Wan saisit ses macro-jumelles et les pointa sur l'extrémité de la plaine. Il aperçut un ensemble de grandes tours, sans rapport avec les stalagmites naturelles qui ponctuaient le paysage. Non, il s'agissait de structures fabriquées. D'un vif mouvement de l'index, il augmenta l'agrandissement et la luminosité de l'image que lui renvoyaient ses jumelles, puis il les fit doucement pivoter sur le côté. Des vaisseaux stellaires de la Fédération du commerce en quantité incroyable étaient alignés à l'horizon, posés sur des aires d'atterrissage. Stupéfait, le Jedi vit une plateforme d'embarquement s'élever vers l'un des engins. Des milliers de droïdes de combat franchirent la passerelle et s'engouffrèrent dans les soutes de l'appareil. Celui-ci ne tarda pas à décoller. Très rapidement, un autre vaisseau prit sa place sur l'aire d'envol. Une autre passerelle s'éleva et, encore une fois, des milliers de droïdes pénétrèrent dans les soutes. L'embarquement des soldats terminé, l'engin décolla à son tour. Incroyable, marmonna le Jedi. Il tourna les yeux vers l'est, essayant d'évaluer le temps qu'il lui restait avant le lever du soleil, se demandant s'il pourrait franchir la distance sans être rattrapé par la lumière du jour. Il n'y parviendrait pas s'il lui fallait continuer à descendre de la falaise à petits pas. Il ferma les yeux et invoqua la force. Puis il sauta dans le vide, utilisant tous ses pouvoirs pour ralentir sa chute. Plusieurs mètres en contrebas, il heurta le flanc du dénivelé, poussa sur ses pieds, retomba et atterrit plus bas encore, et ainsi de suite. Volant et rebondissant à la fois, il prit enfin pied sur la sombre plaine. Le soleil était toujours très bas sur les crêtes est des falaises, et il atteignit enfin le complexe au moment où les ténèbres cédaient leur place aux lueurs de l'aube. L'entrée principale était gardée par des droïdes de combat, mais Obi-Wan n'avait absolument pas l'intention de s'approcher de cette zone. Se servant de la force et de sa parfaite condition physique, il entreprit l'escalade d'une des faces de la tour jusqu'à une petite fenêtre qu'il avait repérée d'en bas.
il se glissa silencieusement à l'intérieur, avançant de zone d'ombre en zone d'ombre. Il s'accroupit soudain derrière une sorte de paravent. Deux étranges créatures étaient en train d'approcher. Des géonosiens, sans aucun doute. Ils ne portaient que très peu de vêtements, leur teint était rougeâtre, comme presque tout ici, une peau flasque retombait en plis autour de leurs frêles silhouettes, et leurs ailes parcheminées saillaient de leurs épaules noueuses. Leur crâne était large et allongé, parcouru de crêtes osseuses sur le dessus et sur les côtés. Ils étaient dotés de grands yeux globuleux, recouverts d'épaisses paupières, qui leur donnaient une perpétuelle expression de méchanceté. « Beaucoup trop d'êtres vivants », entendit Obi-Wan. « Ce n'est pas à toi de juger les décisions de l'archiduc Poggle le Bref, répondit l'autre créature sur le ton de la réprimande. Les deux individus s'éloignèrent dans le couloir en grommelant. Obi-Wan sortit de sa cachette juste derrière eux et emprunta la direction opposée. Il se glissa dans l'ombre d'un corridor où s'élevait un alignement de colonnes. Il ne put s'empêcher de comparer cet endroit à la ville de Tipoca. Alors que cette dernière était une véritable œuvre d'art, tout en rondeur et douceur, vert et lumière, on ne trouvait ici que rudesse, angle aigu et des constructions strictement utilitaires. Le Jedi, progressant lentement, s'approcha d'une ouverture d'où s'élevaient des bruits secs et des chocs sourds. Il regarda autour de lui, s'allongea sur le sol et rampa avec précaution jusqu'au bord d'un balcon. Une chaîne d'assemblage avec de vastes rangées de presses hydrauliques reliées par des tapis roulants s'offrit alors à son champ de vision. Obi-Wan, parfaitement stupéfait, put contempler à loisir de nombreux, très nombreux géonosiens, différents de ceux qu'il venait de rencontrer, ceux-ci étant dépourvus d'ailes, en train de s'agiter à différents postes de montage de droïdes de combat. À l'extrémité du tapis roulant, les droïdes terminés quittaient de façon autonome la chaîne pour s'engouffrer dans un couloir. Un couloir qui devait certainement conduire aux plateformes d'embarquement des vaisseaux de la Fédération du Commerce en attente, se dit Obi-Wan. Secouant la tête, le Jedi se remit en route. Soudain, il perçut quelque chose. Quelque chose de lointain mais de tangible. Il suivit son instinct pour trouver son chemin dans le dédale de couloirs et déboucha sur une vaste chambre souterraine au très haut plafond voûté, soutenue par des arches au style rudimentaire. Il s'engagea dans la salle, avançant de pilier en pilier, sentant que quelque chose ou quelqu'un était tout proche. Il entendit leurs voix avant même de les voir et s'aplatit aussitôt contre le mur de pierre. Un groupe de 6 personnages, 4 devant et 2 derrière, passa devant lui. 2 géonosiens étaient dans le quatuor de tête, accompagnés d'un certain vice-roi neimoïdien qu'Obi-Wan ne connaissait que trop bien. Le chevalier reconnut le dernier individu et revit en pensée le buste qu'il avait si attentivement observé dans les corridors du temple Jedi sur Coruscant. À présent, nous devons persuader la Guilde du Commerce et l'Alliance Intercorporation de signer le traité, était en train de dire le comte Dooku. C'était un homme grand et majestueux, au port parfait et à la démarche gracieuse. Des cheveux argentés, élégamment coiffés et des traits fins, mâchoires décidées et yeux perçants, complétaient le portrait de ce personnage qui avait compté parmi les plus grands chevaliers Jedi de l'histoire. Il portait une cape noire accrochée à ses épaules par une chaîne d'argent, une chemise de la même couleur et un pantalon coupé dans une étoffe luxueuse. « Et qu'en est-il de la sénatrice de Naboo ?» demanda Nut Gunray le Neimoïdien. Ses yeux bulbeux et ses traits fins semblaient presque disparaître sous l'énorme tricorne vissé en permanence sur sa tête. « Est-elle morte ? Je ne signerai pas ce traité tant que sa tête ne trônera pas sur mon bureau. » Obi-Wan hocha la tête. Les pièces du puzzle commençaient à s'encastrer les unes dans les autres. Il lui apparut que Nut Gunray souhaitait la mort d'Amidala, même si cette dernière, en s'opposant à la création d'une armée de la République, travaillait en sa faveur. Après tout, Amidala avait gravement humilié le Neimoïdien au cours de la bataille de Naboo. « Je suis un homme de parole, vice-roi, » répondit l'un des 2 autres personnages, probablement un séparatiste, en se rapprochant du quatuor. « Avec ces nouveaux droïdes de combat que nous avons construits pour vous, vice-roi, vous disposerez de la meilleure armée de toute la galaxie.
déclara l'un des géonosiens qu'Obi-Wan identifia comme étant Poggle le Bref. Il ne ressemblait pas à ses congénères ailés ou aux ouvriers qu'Obi-Wan avait observés précédemment. Sa peau était plus claire, plus grise que rouge. Son crâne large et sa bouche légèrement tombante lui donnaient un air féroce. Son menton allongé évoquait presque une très longue barbe lui pendant sur le torse. Ils continuèrent leur discussion mais furent bientôt hors de portée de voix. Obi-Wan n'osa pas leur emboîter le pas. Le groupe traversa la salle et commença à monter un escalier. Après une courte pause, histoire de s'assurer qu'ils avaient bien pris suffisamment d'avance, Obi-Wan courut jusqu'à l'escalier et risqua un coup d'œil dans la cage. Il gravit les degrés avec précaution et déboucha sur un petit passage voûté qui donnait sur une autre salle plus petite. Le groupe de 6 personnes venait d'y rejoindre d'autres individus, parmi lesquels Obi-Wan reconnut 3 sénateurs de l'opposition. Le premier était Po Nudo Dando, un aqualige dont le visage à l'état naturel donnait toujours l'impression qu'il était paré d'un énorme casque pourvu de grandes lunettes de protection. À côté de lui était assis Toonbuk Toura, de la planète Sai Mirs, un personnage dénué de cou, tête de rongeur et large bouche. Enfin venait le sénateur Tessek, un Quarren dont les tentacules faciaux gigotaient anxieusement. Obi-Wan avait déjà eu l'occasion de croiser ce trio sur Coruscant. « Connaissez-vous Shumai » demanda le comte Dooku assis au bout de la table aux 3 sénateurs. Elle représente ici la guilde du commerce. De l'autre côté de la table, Shumai hocha respectueusement la tête. Son visage gris, ridé et délicat surmontait un cou très haut. Sa caractéristique la plus frappante, en dehors de ses oreilles pointues et horizontales, était sa coiffure, qui évoquait des rangées de cornes saillant du haut de son crâne avant de s'incurver vers le bas. Et voici San Hill, membre distingué du clan bancaire intergalactique, continua Dooku, indiquant une créature dotée du visage le plus long et le plus étroit qu'Obi-Wan ait jamais vu. Pendant quelques instants, toutes les personnes rassemblées autour de la table se saluèrent mutuellement, hochant la tête et murmurant quelques politesses. Le silence retomba, et tous les regards se tournèrent vers le comte Dooku. Obi-Wan eut l'impression qu'il contrôlait complètement la situation, cela malgré la présence de l'archiduc de la planète. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, je suis persuadé que 10 000 systèmes supplémentaires sont prêts à rallier notre cause pour peu que vous nous accordiez votre soutien, dit le comte. Laissez-moi de plus vous rappeler notre total dévouement au capitalisme. Baisse des taxes, tarifs réduits et abolition éventuelle des embargos marchands. Signer ce traité vous apportera des profits qui dépassent vos rêves les plus fous. Ce que nous vous proposons, c'est une libéralisation totale du marché. Il regarda Nut Gunray, celui-ci hocha la tête. Nos amis de la Fédération du commerce nous ont déjà assuré de leur soutien, continua Dooku. Lorsque leurs droïdes de combat se joindront aux vôtres, nous serons à la tête de la plus puissante armée de toute la galaxie. La République sera obligée de céder. Si je puis me permettre, comte, fit l'un des autres membres du groupe, un de ceux qui avaient accompagné Dooku jusqu'à cette salle. Certainement, passait l'Argent, répondit le comte. Nous sommes toujours prêts à écouter l'opinion de l'Alliance Intercorporation. Le petit homme voûté et nerveux adressa un hochement de tête respectueux à Dooku. Je suis habilité par l'Alliance Intercorporation à signer ce traité. Nous sommes très reconnaissants de votre coopération, magistrat, dit Dooku. Obi-Wan décoda l'échange de propos et comprit qu'il s'agissait d'une mise en scène donnée au profit de tous ceux, moins enthousiastes, qui étaient assis autour de la table. Apparemment, le comte Dooku cherchait à soigner ses effets. Mais la démonstration se heurta à un obstacle quelques instants plus tard, lorsque Shumai prit la parole. La guilde du commerce, à l'heure actuelle, ne souhaite pas s'impliquer ouvertement. Son ton se fit immédiatement plus rassurant. Cependant, nous vous apporterons notre soutien en secret, et nous avons hâte de faire affaire avec vous. Plusieurs gloussements fusèrent autour de la table. Dooku se contenta de sourire. C'est tout ce que nous demandons, assura-t-il à Shumai.
Il se tourna vers le membre distingué du clan bancaire intergalactique et tous les regards se braquèrent sur San Hill. Le clan bancaire intergalactique se propose de vous soutenir totalement, comte Doku, déclara San Hill, mais uniquement dans le cadre d'un accord non exclusif. Obi-Wan recula, essayant de deviner les implications de tout ceci. Le comte Doku avait donc tout manigancé, et la République courait là certainement le plus gros risque de toute son histoire. Avec l'argent des banquiers, le soutien des guildes marchandes et commerçantes, avec cette usine, qui ne devait probablement pas être la seule dans son genre, produisant des armées de droïdes de combat à tour de bras, le danger potentiel était effrayant. Était-ce la raison pour laquelle Sifo Dyas avait passé commande de l'armée de clones? Le maître avait-il senti croître la menace? Était-ce pure coïncidence que l'homme qui avait été choisi pour servir de modèle à cette armée de clones, susceptible de défendre la République, ait été également engagé par la Fédération du commerce pour éliminer la sénatrice Amidala? Obi-Wan ne croyait guère à la coïncidence, mais pour l'heure c'était la seule piste dont il disposait. Il aurait voulu rester un peu plus longtemps à écouter ce qui se disait là, dans la salle, mais il savait qu'il lui fallait partir. Il devait rejoindre son vaisseau et demander à R4 d'envoyer un message d'alerte à l'autre bout de la galaxie au Conseil Jedi. Au cours des dernières heures, Obi-Wan n'avait vu rien d'autre que des déploiements d'armées, clones ou droïdes. Il paraissait évident que celle-ci n'allait pas tarder à s'affronter en une explosion qui dépasserait tout ce que la galaxie avait connu au cours de ses nombreux siècles d'existence.